Alors bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de débriefing, donc du vendredi soir. Ici François Ablé, Frank Belford pour animer cette session, ce décryptage des marchés de la fin de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 février, alors donc petit clin d'œil à tous les amoureux, hein, bonne fête de Saint-Valentin. Donc voilà, nous on se retrouve pour décrypter le marché et voir effectivement que ce qui était pressenti est arrivé. Hein. Vous vous souvenez, le lundi, je vous avais dit que le pétrole était dans les dispositions pour rebondir parce que nous avons la Russie qui s'est joint au collectif justement des pays producteurs du pétrole pour prolonger le quota, hein, de coupure sur la production, hein, sur l'offre de la production. Et c'est ce qui s'est passé. Le pétrole donc a rebondi et anticipe un accord probable entre justement la Russie qui fait partie du groupe qu'on appelle les OPEC ou bien OPEC+, donc c'est-à-dire au départ, il y avait 10 membres, 10 pays, et après, on a rajouté donc 4 pays, donc il fait au total 14 pays de pétroliers, d'accord? Donc les OPEP+, c'est-à-dire les 4 nouveaux membres qui se sont rajoutés à la liste pour ceux qui produisent et qui exportent le pétrole. Donc la Russie qui est un important joueur et qui est aussi on va dire, un des leaders au niveau du syndicat des pays exportateurs du pétrole. Parce qu'il y a un syndicat, et ce syndicat-là est là pour régler en fait le commerce mondial autour de l'exportation du pétrole. Parce que si dans un monde ouvert, un monde de libre-échange, où on considère que chacun peut exporter le volume ou la quantité qu'il souhaite, eh bien, certains pays qui ne disposent pas d'un sous-sol assez riche au niveau du pétrole ou au niveau de la matière première concernée seront défavorisés. Donc, il y a des règles pour permettre à tout le monde de pouvoir participer à l'échange mondial au niveau des exportations et donc d'en bénéficier. Voilà pourquoi il y a un syndicat pour régler justement cette question-là. Et la Russie est un importateur, est un important pays dans ce syndicat-là qui a une sorte de veto, d'accord? Alors, effectivement, la Russie et les pays producteurs et surtout exportateurs se sont réunis à Vienne, hein, à Vienne le mercredi. Donc, le lundi qui précédait ce mercredi, je vous avais dit que le pétrole était en phase de rebondir. Voilà pourquoi j'avais un biais baissier sur notre paire favorite, l'USD-CAD, puisque c'est de cette paire qu'il s'agit. Hein. Et on a vu, et on voit ici que on était sur des plus hauts. Le pétrole a commencé à monter, à rebondir. L'USD-CAD corrige. Je vous avais dit également que le dollar était pressenti pour atteindre la barre des 99 points. Ce range-là, ça fait à peu près 2 semaines. Donc, depuis les 3 ou les 4 dernières émissions, vous voyez ce range et on a évolué tout au long de ce range jusqu'on a atteint le seuil, le sommet de ce range. Donc, maintenant, on a atteint l'objectif final. Donc, il n'est plus d'utilité de conserver ce range. Voilà, il faut l'effacer. Voilà pourquoi c'est intéressant. C'est l'intérêt donc de suivre nos émissions parce que en tant que spécialiste de la paire USD-CAD, mon rôle c'est donc de vous donner une vision claire des marchés, une vision propre et pour que vous puissiez aussi vous préparer des scénarios en conséquence parce que je connais très très bien la paire, ça fait maintenant la 7e année, hein, ça fait 7 ans que je travaille sur l'USD-CAD. J'ai fait beaucoup de recherches, je trade l'USD-CAD activement, quotidiennement. Je sais ce qui se passe ici également au Canada et également aux États-Unis, donc je suis assez éclairé sur cette paire. Donc mon avis est très important, surtout pour ceux qui débutent sur les marchés financiers et qui veulent travailler sur l'USD-CAD. C'est important pour vous de suivre donc ces émissions-là. Donc je referme la parenthèse pour dire que depuis longtemps, je vous avais averti que le dollar était pricé pour atteindre le sommet des 99 points. Vous avez vu que nous sommes à 99,15. On est même en phase même d'atteindre les 99,25. Hein.
Donc, à ce niveau-là, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le dollar a augmenté? Ben, parce que de façon indirecte, hein, le pétrole, lorsqu'il rebondit sous fond d'anticipation concernant les différentes rencontres pour, on va dire, discuter de la question du prolongement du quota sur l'offre de la production mondiale du pétrole, le dollar accélère parce que cela alimente des attentes inflationnistes. Et les chiffres également sur le dollar, notamment le taux d'inflation en rythme annuel et le taux d'inflation sous-jacent, toujours en rythme annuel, sont sortis avec des chiffres assez impressionnants. Je pense que depuis 4 ans, on n'a pas encore eu d'aussi bons chiffres en termes d'inflation en rythme annuel, puisqu'on avait revu récemment Jérôme Powell qui était inquiet du fait que depuis maintenant 2-3 ans, le pétrole, pardon, pas le pétrole, mais les chiffres de l'inflation, donc les indicateurs ou les agrégats économiques qui sont supposés expliquer des attentes inflationnistes poussées ne réagissent pas. Donc il y avait une sorte de statu quo sur l'évolution du pétrole, sur l'évolution du dollar au niveau de l'inflation. Et on a vu les chiffres qui sont sortis, donc qui ont justifié cette bonne accélération de ces derniers jours, où l'inflation sous-jacente et l'inflation tous deux en rythme annuel ont dépassé la barre des 2,4%. D'accord? Donc ça, ce sont de très très bons chiffres et ça a confirmé dans la foulée et ça a coïncidé dans la foulée, j'allais dire, avec le rebond du pétrole. Maintenant, la question qui se pose, c'est que le pétrole, oui, rebondit, donc il récupère un peu de sa violente baisse qui a été accélérée par la menace du coronavirus qui ne cesse de grimper. Hein. On a détecté encore 14 000 nouveaux cas en Chine, toujours, dans la province cette fois-ci de Hubei. C'était avant Wuhan, maintenant c'est Hubei. Et dans le monde aussi, on détecte plusieurs cas, à peu près de 290 cas en moyenne qui sont détectés jusqu'à ce jour dans le monde. Donc voilà pourquoi les agences, on va dire les agents de l'OMS ont déclaré une urgence mondiale. Hein. Alors la question c'est que si le pétrole, donc si le coronavirus bien sûr se propage et il fait peur, ça va bien sûr freiner les pays qui exportent le pétrole parce qu'on ne veut pas avoir un pétrole infecté par le coronavirus. D'accord? Parce que vous savez que la Chine exporte aussi du pétrole, hein, avec des conventions signées avec le Venezuela et tout ça. Maintenant, il y a une seule région, où on va dire, il y a un seul continent actuellement qui ne présente pas encore de cas officiellement, qui ne présente pas de cas de coronavirus, c'est bien sûr l'Afrique. Or, en Afrique, nous avons le Nigeria, qui est le plus puissant producteur du pétrole, qui fait pratiquement 1,8 million de barils par jour. Et le conseiller du ministère de l'énergie nigérian a dit ce matin qu'il s'entend à avancer jusqu'à 2 millions de barils de pétrole d'ici 3 mois, les 3 mois à venir. Bon, si c'est le cas, si on arrive à un tel scénario, cela voudrait dire qu'il risque probablement de compenser, d'accord, les différents retraits ou les différentes coupures de production au niveau du pétrole. Donc cela peut donc atténuer la forte accélération du pétrole à très court terme. Mais à long terme, ça risque aussi de booster le pétrole parce que si personne maintenant ne veut plus faire affaire avec les pays concernés ou bien visiblement exposés au coronavirus, ils vont chercher plutôt à se tourner vers le pétrole, d'accord, le pétrole nigérian. Hein, parce qu'au sein de l'OPEP, chaque pays producteur et exportateur a un certain quota de pétrole à fournir chaque jour. Si, dépendamment de la demande qui est en cours, si la demande prend un boost et elle se dirige vers le Nigeria, cela aussi peut accélérer, d'accord, ou disons atténuer l'évolution du pétrole. Voilà pourquoi je vous avais dit, quand le pétrole va rebondir au niveau des $50 le baril, on pourrait aller tester le seuil d'équilibre qui est à 57, la zone des 55
et 57 dollars le baril, parce que c'est ce niveau-là qui a été, on va dire, qui a tenu la première fois quand on a eu l'impulsion baissière. Alors, ce qu'il faudrait noter, c'est qu'avant que le coronavirus apparaisse pour la première fois, c'était le 31 décembre 2019, donc l'année passée, on n'avait pas pu clôturer au-dessus, d'accord, de ce range dans lequel nous sommes sortis. On a été rejeté sur le seuil des 65 dollars le baril. Et quand ça a été shorté violemment, on a eu un premier test sur le seuil d'équilibre qui a tenu à peine et après on l'a cassé et on a commencé à chuter. Avec bien sûr l'intensification des nouvelles et de la menace de la pandémie. Là, on a rebondi maintenant sur le support des 50 dollars le baril. On a même atteint les 49, 49,35. Et en ce moment-là, pardonnez-moi, je vais juste, voilà. Donc, on a atteint ce support et on est en train de rebondir. Donc, mon scénario, c'est quoi? C'est que je crois qu'on va plutôt accélérer vers venir tester les 55, voire la zone des 57. Et si on échoue sur cette zone, en ce moment-là, cela voudrait dire que, par exemple, le coronavirus, donc la menace du coronavirus, se fait encore de plus en plus ressentir. Il y a une urgence qui est encore de plus en plus grandissante parce que là, actuellement, il y a une sorte de statu quo. C'est-à-dire que quand si le marché sent que cette pandémie est du moins est en train d'être combattue et ou bien il y a des mesures adéquates qui sont prises en compte et ça montre que le danger peut être contenu, les marchés seront rassurés et les cours vont continuer à progresser normalement. Donc, c'est ce que moi j'appelle l'état du statu quo. Mais si le marché sent que cette pandémie, la propagation de cette pandémie est en train d'échapper aux organisations mondiales et que ça devient encore de plus en plus menaçant, en ce moment-là, je crois qu'également les indices et les différents actifs qui sont concernés par le commerce mondial vont se remettre encore à rechuter. D'accord? Alors, dans cette hypothèse-là, le pétrole, lorsqu'il va accélérer un peu pour récupérer cette violente baisse pendant cette petite période d'accalmie, même si rien n'a encore contrôlé ou rien encore sûr, bien sûr, on peut aller tester la zone des 55 voire 57 dollars le baril. Et en ce moment-là, on va voir si cette ligne d'équilibre, si ce prix d'équilibre va tenir. S'il tient, alors en ce moment, ce qui veut dire que le pétrole va encore se retourner pour rebaisser. Et cette fois-ci, si on rebaisse, croyez-moi, on risque de casser donc définitivement le seuil des 50 dollars le baril, voire les 40, 49, 25 et ainsi de suite. On peut le casser et là, on va se diriger vers les points bas, notamment le fameux point bas des 30 dollars le baril. Et ça, c'est vraiment l'urgence décrétée, d'accord? Par contre, si on casse le seuil d'équilibre, on va certainement accélérer pour retrouver des sommets. Donc, c'est c'est l'effet miroir qu'on retrouve sur l'USD CAD qui a été violemment shorté sur la zone des 1,33 et qui se dirige tranquillement vers le seuil d'équilibre qui est à 1,32. Vous vous souvenez ici la zone des 1,32, voire le seuil des 1,31, 450, d'accord, 1,31, 450, 1,31, 500. C'est ce seuil-là qui va être revisité. Donc, on est dans une sorte d'équilibre partout, donc au niveau de la balance. Mais le fond, il est là, le fond dominant, il est là. Le dollar canadien profite bien sûr comme je vous ai dit, il était sur support grâce au rebond du pétrole. Lui aussi, il rebondit et donc ça va visiblement en tout cas sous forme de stabilisation, mais avec un momentum acheteur, va aller aussi tester les seuils des 76,20, qui est le seuil d'équilibre au niveau du panier de devises de cet indice-là, l'indice du dollar canadien. Et le dollar aussi va se mettre un peu à corriger parce qu'on a atteint des sommets records. Alors, le dollar, dans son évolution, dans sa progression, on est bien loin de ses niveaux précédents parce que le dollar a été, je pense, même jusqu'à 120 points. Donc, on est encore en termes de progression et certainement la Fed, qui a commencé ses opérations avec son taux, ce qu'on appelle le Repurchase Rate Agreement, a commencé à réinjecter de l'argent dans l'économie
pour atténuer, disons, le choc, préparer le choc du coronavirus qui est pour l'instant, même s'il y a une petite accalmie, rien n'est encore sûr. Donc, en définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on est dans un statu quo, le rebond continu est envisageable et dès que la menace se fait encore ressentie de façon brusque et violente, ça va également agir sur les indices et dépendre aussi sur les actifs qui sont directement liés et impliqués dans le commerce international. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, pour la semaine prochaine, on va bien sûr regarder des stratégies sur l'USD4, mais on est dans un biais baissier sur l'USD4 compte tenu de l'accélération à très court terme, dans le momentum de très court terme sur le pétrole qui accélère et donc l'USD4 qui va corriger et le dollar aussi va se remettre à corriger, donc prise des bénéfices en vue au niveau du dollar, ce qui va donc faciliter cette correction lente et progressive sur le seuil des 1,32, 1,3150, 1,31 450. D'accord? Pendant que l'indice dollar canadien, lui, va profiter du fait que le dollar rebondisse pour accélérer un peu vers le seuil des 76,20. OK? Merci encore d'avoir suivi ce point de marché, ce débriefing. Il était un petit peu long aujourd'hui, mais il fallait vous expliquer un peu le contexte global et puis mon hypothèse dont j'ai toujours tenu et soutenu. On le voit que le marché suit parfaitement ce qu'on discute durant les autres émissions. Le lundi, c'est férié en Ontario, mais pas férié dans le Canada au complet. Donc, on va établir des stratégies en début de semaine comme d'habitude pour voir les scénarios à très court terme en intraday, certainement, pour des shorts pour aller viser jusqu'au seuil d'équilibre. Portez-vous bien, passez une bonne soirée, un bon week-end et merci encore. On se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Au revoir.